Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Merci à Pascal Prunet de cette très belle présentation. Et donc, voilà, donc je vous présente pour commencer ces deux images un peu emblématiques du sujet de mes recherches depuis plus de 5 ans, qui ont débouché donc sur cette thèse soutenue fin 2016 à Lyon. Donc les patrimoines martyrs, ou comment relever les ruines du XXe siècle et du XXIe siècle, un récit européen. Alors c'est vrai que, comme Pascal l'a rappelé, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait le mot européen ou Europe dans mes recherches, parce que moi-même j'ai fait mes études d'architecture en Belgique, puisque c'est de là que je viens, avec ma famille est en Belgique. Ensuite, après, j'ai fait 4 ans d'études à Rome, et puis ensuite Paris, et puis maintenant je suis à Lyon. On a travaillé avec Pascal pendant plusieurs années à Naples, et mon fils aîné habite à Naples, il fait ses études. Donc c'est vrai que j'ai toujours ressenti comme quelque chose d'extrêmement important ces échanges avec l'Europe. Alors l'Allemagne, c'est un peu particulier parce que je suis né à Verviers, qui est une petite ville entre Aix-la-Chapelle et Liège. Et j'entendais dire de la part de mes parents que c'était pas intéressant d'aller en Allemagne en vacances. Donc on n'allait pas en Allemagne en vacances, on allait en France ou on allait en Italie. Donc quand j'étais petit, il n'était pas question d'aller en Allemagne en vacances. Mais évidemment, pourtant, on était à 20 km de la frontière. On n'était pas loin d'Aix-la-Chapelle. Et donc, peut-être une des premières grandes émotions architecturales que j'ai eues, c'est en commençant mes études d'architecture. En première année, on est allé visiter la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle. Donc, ce plan octogonal, cette chapelle palatine, peut-être que certains d'entre vous peuvent l'imaginer dans votre esprit, que Charlemagne a voulu construire dans sa capitale de son empire, en s'inspirant probablement de Saint Vital de Ravenne ou peut-être de l'Anastasis de Jérusalem, enfin de plans centrés un peu mythiques. Et c'est vrai que c'était une très grande émotion, cette vision de cette chapelle de Charlemagne, donc à Aix-la-Chapelle. Et comme nos professeurs à l'époque nous disaient que les modèles de cette église étaient situés à différents endroits, à Ravenne, à Rome ou à Jérusalem, il fallait donc aller voir ces choses, il fallait y aller, il fallait comprendre, et c'est ce que j'ai fait dans mon parcours. Voilà. Donc c'est pourquoi la question de l'Europe est vraiment très importante, parce que il me semble que on parle beaucoup de l'Europe, de l'euro, de l'Europe politique, des problèmes d'agriculture européenne, machin, etc. Mais l'Europe de la culture, elle se fait peut-être dans les universités avec les programmes Erasmus, elle se fait, mais je pense qu'il faut qu'elle se fasse peut-être plus de nouveau aujourd'hui dans le monde de la culture et peut-être dans le monde de l'architecture, comme elle a pu se faire. Je vais essayer de vous le montrer maintenant, je crois. Moi, j'étais pas là parce que j'étais pas encore né. Je suis né en 1966, donc j'étais pas là. Mais dans les premières années de la reconstruction, je pense que ces architectes, qui ne se connaissaient pas, mais quand même se connaissaient, et ont beaucoup échangé entre eux. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors ces deux images sont vraiment emblématiques de tout le sujet. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ces deux images. Vous avez d'un côté un fragment de peinture murale de Andrea Mantegna, qui est effectivement deux fragments cassés, posés dans une matière qui les recueille, comme si on avait recueilli, je dirais, l'enfant Jésus dans la crèche, et avec une fissure, donc une interruption de l'image qui est une lacune. Et on voit que sur l'église San Gereon à Cologne, effectivement, le chevet de l'église est fissuré sur toute sa hauteur et présente donc une interruption de la structure, de la matière, de l'image, de l'espace, une perte. Et c'est la notion de lacune qui va être notre fil conducteur pour toute la conférence. Alors, au départ, après mes études d'architecture en Belgique, donc ou pendant mes études d'architecture, j'avais effectivement ce désir, cette attirance, je sais pas un peu, je pouvais pas trop l'expliquer,
pour la question de comment construire des bâtiments nouveaux dans des villes anciennes, ou éventuellement comment restaurer des bâtiments anciens, les conserver, les restaurer, les transmettre vers le futur, en étant à la fois, je dirais, authentique, en étant respectueux de l'histoire, mais en étant aussi créatif. Et j'étais un peu désespéré en Belgique de voir que, je trouvais que c'était un pays d'iconoclastes, donc, parce que la maison du peuple de Victor Horta a été détruite pour faire le building, donc la maison du peuple de Victor Horta. Je ne sais pas si vous voyez la flèche comme ça. Oui, c'est ça, vous voyez la flèche a été détruite pour faire ce magnifique building, donc la tour Blaton, une grande entreprise de bétonneurs bruxellois. Et vous voyez ici un fragment, si vous voulez, un fragment de cette maison du peuple métallique qui est jeté dans une décharge publique. Et il n'est pas comme le fragment qu'on a vu avant, recueilli dans une caisse et posé sur de la paille en vue d'être d'une nouvelle naissance. Il est jeté comme un rebut qui ne sert plus à rien. Et donc, les différents acteurs et je veux dire les grands personnages qui étaient présents à Venise en 1964, il y avait notamment, bien sûr, Filippo, dont on va parler, Paul Filippo, Roberto Pane, il y avait Andra Bruno était là, il y avait Pierre Prunet, le père de Pascal, était là aussi en 1964. Tous ont signé un document qu'ils ont envoyé au gouvernement belge pour leur demander de ne pas démolir la maison du peuple de Victor Horta, mais pratiquement la même année, elle a été quand même démolie. Donc ça a été lettre vaine. Donc moi j'ai dit, je m'en vais de mon pays et je vais voir ailleurs. Voilà. Alors, c'est cette forme, si vous voulez, de destruction des villes anciennes, on a appelé ça la bruxellisation, quelque chose un peu de vulgaire. On pardonnerait un peu cette image, la tabula rasa, c'est-à-dire la table rase, ici en haut. Voilà, quand on détruit la ville ancienne, voilà ce que ça donne. Et Liège, cette image qui est en bas, c'est un mélange entre une ville médiévale, Renaissance, très intéressante sur la Meuse, un très beau site avec un fleuve magnifique, et un mélange de morceaux de morceaux de la Défense, ou de morceaux de Manhattan, si vous voulez, ou de Chicago, un peu plus ou moins bien fait au cœur de la ville. Moi, je trouvais que c'était un peu dur. Et au même moment, si vous voulez, vous aviez à Bologne, dans les années 60 et les années 70, un grand architecte qui s'appelait Pierluigi Cervellati, qui vit toujours, qui s'appelle toujours Pierluigi Cervellati, nous en parlerons, et pas seulement lui, mais toute une équipe autour de lui, et la mairie de Bologne a été exemplaire pour la sauvegarde du centre historique de cette ville, avec également une préoccupation sociale très importante, et pas seulement architecturale, bien sûr. Donc, vivre dans le centre ancien. Donc, Bologne, sur cette affiche, il est écrit donc Bologne dit non à la spéculation urbaine et à la préemption des maisons du centre ancien. Et là, on est dans les années 60, et en France, on a la loi Malraux de 62, les secteurs sauvegardés, et les choses bougent un peu partout. Et évidemment, il y a des grands acteurs belges qui se sont occupés de ces questions, comme Raymond Lemaire, un des fondateurs de l'ICOMOS avec De Angelis Dossat, avec Piero Gazzola, etc. Donc vous voyez, c'était vraiment des Européens qui étaient ensemble et qui discutaient. Et également dans les pays comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie, vous aviez des experts qui étudiaient déjà la ville ancienne en vue de sa conservation de manière extrêmement scientifique et créative. Et Raymond Lemaire allait aussi chercher les exemples du côté de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, parce que toute l'Europe travaillait à cette question de la conservation des villes anciennes. Enfin, toute l'Europe, sauf la Belgique. Bon, voilà. Donc, sauf Raymond Lemaire, qui était belge, mais c'était un peu une exception. Effectivement, je me souviens, j'ai eu la chance de rencontrer une fois Raymond Lemaire à l'UNESCO, et il m'a dit, j'étais à Rome à ce moment-là, il m'a dit, il n'y a plus que deux Belges en Belgique, il y a plus que deux Belges en Belgique, le roi et moi. Non, donc, enfin, ça c'est très belge. Enfin, il avait peut-être, voilà. Bon, alors de là, les questions. Le roi et moi, c'est Raymond Lemaire, c'est pas moi. Pardon. Alors, quel lien y a-t-il entre la reconstruction
je dirais, la reconstruction au sens global de l'Europe, l'urbanisme, la reconstruction du territoire, les ponts, les infrastructures, les villes nouvelles. C'est cette période absolument extraordinaire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la période de la reconstruction, je cite une phrase de mémoire de Eric Olvax, non, attendez, bon, excusez-moi, Obvax, enfin, ça va me revenir, c'est un nom très compliqué, qui dit, c'est un des grands historiens du XXe siècle, qui dit que d'une certaine façon, le Moyen-Âge s'arrête en 1950 et plus précisément vers 1960. Enfin, en gros, Eric Obvax explique que le monde bascule complètement après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de changements aussi radicaux, je dirais, de changements sociaux, démographiques, de progrès techniques que les années 1950-1960. C'était absolument incroyable. Donc, quel lien entre cette reconstruction au sens global et la culture de la restauration des monuments historiques à ce moment-là? Donc, vous avez d'un côté, si vous voulez, la mort de Le Corbusier 1965, la Charte de Venise 1964, et les années 1965-64, mais ça commence un peu avant, marquent pour l'histoire de l'architecture. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Si certains peuvent poser des questions, vous me dites si c'est un peu trop compliqué, mais c'est le moment de la fin du mouvement moderne, des SIAM, donc les congrès internationaux d'architecture moderne, et qui est attaqué, je dirais, par plusieurs fronts, et notamment par le front italien qui attaque le fonctionnalisme primaire, la question du rapport forme-fonction dans les années 50-60. Et c'est le rôle de la tendenza en Italie qui est très important. Donc avec Ernesto Nathan Rogers, avec Giorgio Grassi, avec Aldo Rossi. Et tout ça va avoir un rôle très important au niveau européen, va refonder d'une certaine façon l'enseignement de l'architecture en Europe et dans beaucoup de pays. Et tout ça c'est le même moment, quoi. La préoccupation pour la sauvegarde des villes historiques, la fin du mouvement moderne, entre guillemets, fin, qui devient un mouvement historique, c'est le mouvement moderne rentre dans l'histoire, et on va vers quelque chose d'autre. Donc à ce moment-là, plusieurs tendances vont évidemment naître, hein. Et une des tendances, ça va être cette étude de la ville ancienne, ou cette étude de l'architecture urbaine, où à un moment donné, l'architecture va être comme une petite ville, où la ville va être comme une grande architecture, hein, qui était déjà une idée d'Alberti. Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis donc la tour Velasca de Bibi Pierre, donc des Belgioioso, Banfi, Peressuti, Rogers, et à droite un croquis d'Aldo Rossi de la cathédrale de Milan. Au même moment que de la construction de la tour, vous avez Ambrogio Annoni qui restaure le Ca' Grande, c'est-à-dire l'Ospedale Maggiore de Milan. Ambrogio Annoni, qui est vraiment un architecte extrêmement important, professeur au Politecnico de Milan, on en parlera, et qui fait le lien justement, puisqu'il a une œuvre dans les années 30, enfin au début du XXe siècle, et une œuvre qui va jusqu'à la fin des années 50. Donc moi, ça c'est une chose qui dans les livres d'histoire de l'architecture n'est jamais dit. Jamais. C'est-à-dire que toujours, les livres d'histoire d'architecture disent on parle de l'architecture, de ce qui se passe, et la restauration des monuments historiques, c'est autre chose. On a toujours mis ces deux choses-là de façon un peu séparée. Et évidemment, personnellement, j'ai toujours voulu essayer de les mettre ensemble, parce que je pense que c'est deux phénomènes qui sont intrinsèquement liés, en sens que les grands architectes restaurateurs sont de toute façon inspirés par les grands architectes créateurs, et les grands architectes créateurs, qui ont souvent une grande culture, sont aussi inspirés par la ville ancienne et par les exemples historiques. Donc, des choses, à mon avis, sont liées. Alors, la restauration d'un édifice ancien, finalement, c'est des questions. Est-ce que c'est voilà, parfois lacunaire, parfois inachevé? Est-ce que c'est une œuvre d'art authentique? Ou est-ce que c'est toujours une réécriture de l'histoire ou une falsification? Certaines personnes ont dit ce n'est pas possible de restaurer les monuments historiques. On va pas refaire toute l'histoire de John Ruskin et de Viollet-le-Duc, et puis de Boito, on ne va pas revenir à tout ça, mais il y a toujours eu un peu ces débats. Certains disent mais non, restaurer les monuments historiques, c'est impossible. Et ça, c'est le côté ultra-conservateur, hein, John Ruskin.
Et alors que dans certains cas, la restauration, l'intervention contemporaine sur un bâtiment historique inachevé, lacunaire, devient une œuvre d'art, mais cette œuvre d'art est justifiée par le reste du monument lui-même, qui lui-même justifie l'œuvre d'art, si vous voulez. Donc les deux choses sont tellement liées, et ça, je pense qu'il n'y a peut-être pas un endroit au monde où on peut mieux comprendre cette chose-là que dans le Castelvecchio de Carlo Scarpa. Et c'est vrai qu'on va parler de théorie, on va parler de Cesare Brandi, on va parler de Renato Bonelli, etc. Mon professeur Giovanni Carbonara est un savant, un grand savant, et donc qui écrit beaucoup de livres. Hein, ce sont des savants. Mais il y a une chose qui est très importante et que j'ai beaucoup appris, bien sûr, avec l'expérience, et en même temps j'ai l'impression de rien savoir parce que c'est un domaine infini. Pierre Prunet me disait quand il était à ce congrès de Venise avec tous les grands experts, ils sont allés visiter le chantier du Castelvecchio avec Carlo Scarpa, avec Piero Gazzola. Le chantier n'était pas tout à fait terminé en 1964, mais presque terminé. Et donc Piero Gazzola, le surintendant de Vérone, soutenait très fortement évidemment l'œuvre de Scarpa. Le conservateur du musée, donc Licisco Magagnato, qui était aussi un conservateur, on dit en italien lungimirante, c'est-à-dire qui voit loin, lungimirante. Et tous ces gens se soutenaient autour de l'œuvre extraordinaire de Carlo Scarpa. Et Pierre me disait, mais tu vois, Nicolas, finalement, l'exemple du chantier de Carlo Scarpa a été peut-être plus influent pour écrire la Charte de Venise que toutes les grandes théories. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire il y a les théories et il y a les œuvres réelles. Hein. Les deux sont liés, mais d'une certaine façon, les œuvres réelles, et elles ne s'expliquent pas facilement parce que ce sont des œuvres d'art, et par définition, une œuvre d'art échappe à toute définition définitive. Ça, c'est clair. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui m'ont marqué. Et ah, mais vous la connaissez, non? Mais, oui, alors j'ai une centaine d'images, mais bon, on va. Oui, alors. Oui, donc c'est compliqué parce que, si vous voulez, là on est dans la cour du vieux château de la famille des Scaligeri, mais en réalité c'est complexe parce que la partie qui est ici, en fait, était transformée en caserne à partir de la fin du XVIIIe siècle, et puis au XIXe siècle c'était une caserne, la façade était extrêmement remaniée. Et il y a une première restauration très, très drastique, très forte, qui était menée par Ferdinando Forlati dans les années 30, entre deux guerres, Ferdinando Forlati, on va en reparler, et qui a, si vous voulez, qui a fait ressortir le monument de Cagrande della Scala, c'est-à-dire de la famille des Scaligeri, le monument du XIIIe, du XIVe siècle, il a fait ressortir de sa gange de militaire, si vous voulez. Un petit peu comme l'abbaye de Fontevraud, qui était une prison, transformé par Normand, et il a fallu petit à petit faire ressortir l'abbaye de Fontevraud de son état de prison, vous comprenez, comme énormément de monuments en Europe, si vous voulez, qui après l'époque napoléonienne étaient transformés en tout ce que vous vouliez, de prisons, hôpitaux, etc. Si vous voulez. Donc déjà la façade qui est ici, c'est déjà un bricolage, si vous voulez. Voilà, pour le dire clairement. Hein. Et la partie ici est plus ou moins inachevée, cassée, et Scarpa va installer donc la statue équestre de Cagrande della Scala sur ce porte-à-faux en béton avec des passerelles qui passent d'un côté, de ce côté-là, une autre passerelle qui passe en dessous, une poutre si vous voulez, de fêtage, la poutre fêtière, donc du milieu du toit qui vient se poser sur le rempart de la ville qui lui-même est connecté avec le pont des Scaligeri, cette poutre elle-même habillée par des plaques de cuivre, etc. Donc là, vous avez, si vous voulez, une mise en scène à la fois de l'inachevé, de l'histoire de Vérone, et dans une espèce de lacune, finalement, qui est une chose absolument majeure. Voilà. Mais bon, on pourra en parler des heures. Alors,
Ici, donc, un autre petit musée de Scarpa qui est précédent de Carlo Scarpa, qui est à Possagno, dans le nord, dans la Vénétie. Et sur cette photo, c'est la mère de Pascal qui est là, sur cette photo. Donc, c'est une photo que Pierre m'a donnée, une diapo que j'ai scannée. Et c'est aussi une œuvre d'une très grande délicatesse d'extension d'un musée pour le grand sculpteur néoclassique Canova. Donc je vous montre ça parce que c'est ce qu'on a appelé la merveilleuse saison muséographique italienne de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que dès les années 48-50, il y a un véritable renouvellement des musées en Italie, on va en parler. Et ça continue, donc effectivement... Tout ça, pour moi, ce sont des exemples emblématiques qui m'ont donné, d'une certaine façon, ma vocation, si vous voulez, de l'intérêt pour la création et la conservation. Donc, le château de Rivoli, dont s'est occupé Andrea Bruno pendant 40 ans, c'est-à-dire que c'est un chantier qui a été fait par petites touches, parce qu'il y avait des financements qui n'arrivaient pas tout de suite. Donc, effectivement, de 1962 à 2002, Andrea Bruno a travaillé sur la restauration du château de Rivoli pour en faire un musée d'art contemporain très important. Un château inachevé, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous l'avez peut-être visité. Et pendant 40 ans, il a toujours gardé cette grande cohérence de projet. Une cohérence, et c'est quand même pas facile donc, de garder une cohérence architecturale pendant 40 ans, pendant qu'il était souvent en Afghanistan, etc. Alors, le sujet, pourquoi peut-être je me suis intéressé de façon passionnée à ce sujet, à un moment donné, c'était quand j'étais en 1993, j'étais à Rome, je terminais mes études de restauration à la Sapienza et on regardait un petit écran de télévision avec des amis qui venaient de plein de pays différents, qui faisaient cette école avec moi. Et on a vu donc en direct les chars... il me semble que c'était des chars croates, enfin peu importe, qui bombardaient le pont de Mostar. Et voilà, ce pont du XVIe siècle, construit par un élève de Sinan, etc. Enfin, vous avez peut-être souvenir de ce moment-là. Bon, depuis, on en a démoli d'autres. Hein, mais enfin, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez fort et je sais pas, du pathétique gratuit, mais c'est vrai qu'on a pleuré quand on a vu ça à la télé parce que c'est vrai que c'était extrêmement choquant. Et peut-être, je me disais, oui, quand on perd un patrimoine, c'est un peu comme si on perdait un membre de sa famille. Je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. En plus, il faisait le lien entre deux communautés, enfin, vous savez, toute cette histoire. Voilà, donc le patrimoine martyr, c'est voilà, la vie à Mostar ou à Sarajevo dans les années 90. Et c'était... Bien sûr, on n'y était pas, mais bon, moi j'avais des amis ex-yougoslaves qui faisaient des études avec moi à Rome. On en parlait tout le temps de ce qui se passait. C'était quand même très 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 dur, quoi. Hein, les enfants soldats, les snipers, et bon, c'est la guerre, quoi. Donc vous voyez ici cette petite passerelle provisoire, ce pont Bailey qui a été installé sur le pont de Mostar pour pouvoir quand même le traverser pendant la guerre. Voilà, donc Andrea Bruno, effectivement, quand j'étais à son agence à Turin en 92-93, il me racontait qu'il allait en Afghanistan, qu'il revenait, qu'il allait, qu'il revenait, et qu'il s'occupait de ce pays depuis des années et des années, et que plusieurs fois il était amené à retravailler sur des monuments comme la citadelle d'Hérat, qui était restaurée avec les meilleures méthodes de restauration des experts internationaux, et puis qui ensuite était de nouveau détruite par ces guerres incessantes de cette région du monde. Et ça m'a marqué. Je me disais, mais comment, voilà, c'est ça, c'est protéger, détruire, reconstruire, édifier, protéger, détruire, reconstruire, édifier. C'est toute l'histoire, en fait, cyclique de l'humanité. Le minaret de Hijam, donc en Afghanistan. Alors, finalement, donc, ces trois actions qui sont liées à ce sujet, protéger, détruire, restaurer. Donc, le patrimoine martyr, ce sont les monuments historiques détruits par la guerre, c'est comme ça que je les ai définis. La restauration post-bellica, c'est l'intervention architecturale sur la ruine produite par la guerre. Et au centre de ces questions, il y a l'acceptation ou la non-acceptation de la perte, qui est au cœur de ces enjeux. Et
la notion de perte ici a plusieurs dimensions, matérielle donc technique aussi, architecturale, mais aussi culturelle, identitaire, psychologique. Et toutes ces questions, est-ce qu'il faut toujours reconstruire le patrimoine martyrisé par la guerre ou par les catastrophes naturelles? Et si oui, il faut le reconstruire, comment? En tout cas, voilà, je voulais lire rapidement cette phrase de Chastel qui me semble vraiment très belle. Les réfugiés des villes ne trouveront pas vain qu'on s'obstine à préserver la cathédrale ou le château, et le château qui était le cœur de leur cité. Les œuvres d'art, qui semblent à certains si inutiles, ne disparaissent pas sans accroître la solitude et le malheur de ceux qui vivaient, même distraitement auprès d'elles. Chastel écrit ça en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je pense que ça c'est très important, c'est-à-dire les œuvres d'art ne disparaissent pas sans accroître le malheur et la solitude. Et c'est pour ça que probablement tant d'énergie est mise à essayer de les retrouver, parce que cette perte est finalement une perte inacceptable. Et nous allons voir que cette notion de perte est d'une certaine façon complexe, c'est une notion psychologique aussi, et le sentiment de perte peut venir après des dizaines d'années, après un temps très long. Le sentiment de la perte, en fait, revient parfois, et on le voit, puisque après 1989, après 1990, avec la réunification de l'Allemagne, on est en train de reconstruire à l'identique un grand nombre de monuments détruits en 1944-45 en Allemagne, parce que ces sentiments de perte, c'est ce que j'ai appelé la perte retrouvée. J'ai appelé ça la perte retrouvée, c'est-à-dire qu'on retrouve, c'est un oxymore, on retrouve ce sentiment de perte qui traverse le temps et les générations, parce que c'est clair que la Frauenkirche de Dresde, si vous voulez, qu'on a reconstruit entre guillemets à l'identique il n'y a pas très longtemps, elle a été terminée en 2005, pratiquement les gens qui ont désiré la reconstruire ne l'ont peut-être jamais connue avant la guerre. C'est pas la même génération, il s'est passé 2 générations. Donc la perte a traversé 2 générations. Voilà, c'est pour ça que je parle de perte retrouvée. Alors comment étudier de façon scientifique ou raisonnée cette question de la restauration post-bellica, alors que c'est un sujet très très vaste. En Europe, c'est immense, c'est infini. Et en plus, on se dit que ça, c'est toujours différent selon les cultures, les époques, etc. Donc d'abord, je pense que c'est important de retracer son histoire. Là, on ne va pas le faire ici parce que c'est une longue histoire. Mais par exemple, le château de Heidelberg, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, en Allemagne, avec son célèbre jardin, est détruit par les troupes de Ézéchiel Dumas, comte de Mélac, donc envoyé par Louis XIV pendant les guerres du Palatinat à la fin du XVIIe siècle. Donc il y a toute une série de villes en Allemagne qui sont mises à feu et à sang, et notamment ce château est bombardé et réduit à l'état de ruine. Enfin, une ruine quand même, il reste des beaux morceaux quand même, au-dessus de la ville de Heidelberg. Et donc la question de savoir est-ce qu'il faut reconstruire ou pas reconstruire le château de Heidelberg est au cœur des débats depuis la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le regard des artistes, par exemple le regard de William Turner ou le regard de Victor Hugo, dans le Rhin, écrit des choses magnifiques sur le château de Heidelberg, et plein d'autres écrivent sur ce château en ruine, et William Turner et d'autres le représentent dans des tableaux extraordinaires. Et la vision des artistes va changer notre regard sur cette ruine. Et à un moment donné, voilà, il y a ce passage, cette décision, si vous voulez, de dire mais il faut conserver ce château en ruine et ne pas nécessairement le reconstruire à l'identique. Parce que c'est dans son état de ruine que finalement ce patrimoine nous parle le plus. Et donc voilà, donc cette histoire, il faut arriver à la reconstituer parce qu'il y a d'un côté des ruines sublimes, des ruines romantiques, bien sûr, le mythe des ruines, il est très ancien, à la Renaissance, pas seulement, à la Renaissance, c'est important, au XVIIIe siècle aussi, les tableaux d'Hubert Robert, etc., c'est tout ça. Et puis on construit des ruines et des fausses ruines au XVIIIe siècle, ça vous le savez. Mais voilà, là c'est la vision, je dirais, des artistes sur la ruine qui est extrêmement importante. Alors que les ruines de la Première Guerre mondiale ou les ruines de la Seconde Guerre mondiale sont plus difficilement des ruines romantiques.
Là, c'est plus compliqué, parce que je les ai appelées parfois des ruines paradoxales, parce que vous avez, ce sont souvent des ruines qui sont inacceptables, et on va voir pourquoi. Enfin, je me suis beaucoup étendu là-dessus pour expliquer la différence entre les types de ruines, mais il y a énormément de littérature là-dessus. Alors, donc, toujours dans le souci d'étudier ce sujet de façon raisonnée ou scientifique, la restauration post-bellica, j'ai voulu trouver un fil conducteur. Il fallait absolument trouver un fil conducteur. C'est pas que j'ai voulu, c'est que c'était nécessaire de trouver un lien entre toutes ces choses. Sinon, on ferait un catalogue infini qui serait de toute façon jamais assez grand, d'églises ou de monuments détruits puis reconstruits. Vous pourriez en faire un catalogue, c'est sans fin. Ça n'aurait aucun sens. Enfin, oui, ça aurait du sens, mais voilà, là, il y a cette question du fil conducteur. Donc le concept ici conducteur, c'est la lacune. Donc une perte, on a dit une perte, une interruption dans la continuité de la structure, de la matière, de l'image, de l'espace et aussi de la présence. Et on voit dans ces mots-là que toutes les dimensions qui sont dans ces mots, espace, matière, construction, image, présence. Et si on reste dans le domaine de l'architecture et dans le domaine précisément de la conservation et de la restauration des monuments historiques, un domaine qui est quand même un domaine spécialisé d'expertise, on va donc analyser les différentes zones, les parties qui sont encore conservées, les parties qui sont abîmées, les parties qui manquent, les lacunes. On va cartographier tout ça, dessiner tout ça avec des couleurs, vous voyez, en jaune, en rouge, c'est la partie qui s'est écroulée en rouge. Ici, en vert, c'est les fissures qu'il faut réparer. Et en bas, vous avez la photo. Ça, c'est une façade de l'église San Francesco de Bologne. Pour vous montrer un exemple, si vous voulez, où les architectes, c'est un document de 1946 de Alfredo Barbacci, un des grands architectes actifs de la reconstruction en Italie après-guerre, Alfredo Barbacci. Et donc, il va cartographier donc, tous les bâtiments détruits de façon assez scientifique. Alors, ce sont des dessins encore un peu schématiques. Il faut imaginer que on est en 1945, 46, il y a presque plus de papier. Il faut déjà trouver un crayon de couleur. Enfin, c'est pas évident. Les villes sont complètement détruites. Et donc, c'est vrai que ces dessins que j'ai vus dans les archives en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique, c'est très, très émouvant. Et tous les rapports, toute la circulation des choses sur les reconstructions, c'est extrêmement émouvant. Donc, à côté de cette église San Francesco, la cathédrale de Rouen, donc, qui a été sauvée d'une extrémiste, elle aurait dû s'écrouler, mais grâce à l'œuvre d'Albert Chauvel, un grand architecte en chef des monuments historiques, il a complètement étayé la cathédrale de Rouen en 1944, alors que la ville était sous les bombes. Il n'y avait évidemment pas de planches en bois, donc il fallait trouver des troncs d'arbres. Enfin, il fait des échafaudages incroyables. Et surtout, il a installé ici, vous voyez les deux barres ici, les tirants qui sont là, parce que tout le bas-côté sud s'est écroulé. Et sans les tirants qui sont ici, toute la cathédrale se serait écroulée, y compris avec la flèche d'Alavoine, cette flèche gigantesque en bronze, en fonte et en acier, pardon. Et donc, c'était un moment extraordinaire, et avec l'aide énormément de volontaires de la ville de Rouen qui aidaient toutes les équipes, les entreprises, mais toutes les équipes qui aidaient l'architecte en chef, Albert Chauvel, à installer ces étaiements, alors qu'au-dessus de leur tête, vous aviez les bombardiers alliés qui débarquaient sur la Normandie. Donc, c'était pas drôle. Voilà, donc, et c'est très très émouvant de lire tous les rapports qui racontent comment les choses se sont passées. Notamment, mais le problème c'est que je pourrais en parler à l'infini, notamment cette histoire d'un soldat allemand qui est monté sur une échelle parce que la cathédrale était en feu. Un soldat allemand est monté sur une échelle à la cathédrale de Rouen, et quand il a allumé la lance d'incendie, il ne s'était pas attaché, il y avait tellement de puissance avec l'eau qu'il est tombé, il est mort. Enfin, donc, voilà, et ça m'a été raconté par des personnes qui l'ont vu de visu. Et c'est quand même très émouvant, voilà, qu'un soldat allemand qui veut sauver finalement une œuvre d'art française en pleine guerre. Voilà, c'est des choses étonnantes. Bon. Alors, maintenant revenons à la lacune.
Ici, c'est aussi un des points, je dirais, clés et l'hypothèse, je dirais, de départ de mon travail. C'est que la question de la lacune, comment cette question a été traitée, a été étudiée de manière extrêmement profonde par l'Institut central de la restauration de Rome, donc Cesare Brandi, mon premier directeur, pour la restauration des peintures murales, des peintures sur chevalet, des sculptures aussi. J'ai pris cette hypothèse qu'elle allait traverser tous les types de restauration, depuis la peinture murale jusqu'au tissu urbain, en passant par des lacunes dans des monuments de plus ou moins grande dimension, si vous voulez. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Je pense qu'il y a un lien qui traverse toute la question de ces lacunes. Et là, on a une image, une photo aérienne de la ville de Rouen. La cathédrale est en rouge ici, et en jaune, j'ai colorié les zones de lacunes. Ici, c'est la Seine. Et voilà, et on va voir un peu tout, on va voir ça. Alors, comment donc toujours réfléchir à tout ça? Une étape qui était très importante pour moi, c'était de parler avec les grands acteurs de la reconstruction post-bellica qui ont vraiment participé à cette aventure dès l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'y en a plus beaucoup parce que c'était il y a longtemps. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Paul Philippot à Bruxelles, Paul Philippot qui était le directeur de l'ICROM pendant plus de 20 ans ou 25 ans, et un grand historien de l'art, élève de Cesare Brandi, mais un homme de grande envergure intellectuelle, un savant vraiment. Et donc également à Rome, donc Licia Vlad Borelli, archéologue qui faisait ses études avec Ranuccio Bianchi Bandinelli, un grand archéologue italien, et qui en 1947 ou 1946 est arrivé à Rome et où elle a rencontré Cesare Brandi. Elle a commencé à travailler à l'Institut central de la restauration de Rome avec Cesare Brandi, où elle a dirigé donc le secteur archéologique de l'ICR, Licia Vlad Borelli. Et pendant plus de 20 ans, ensuite expert international pour la conservation des œuvres d'archéologie. Et donc j'ai rencontré 2 fois Licia Vlad Borelli à Rome, elle vit toujours. Et c'est vraiment des gens assez extraordinaires et qui m'ont profondément marqué parce que voilà, ils m'ont expliqué tout ce qui se passait, mais aussi un peu de l'intérieur, les problèmes aussi du fascisme et puis de la fin du fascisme et puis qu'est-ce qui se passait après la guerre. C'était compliqué, quoi. C'était pas simple. Voilà. Alors, j'ai voulu aussi m'approprier des mots-clés pour essayer peut-être ce sont des simplifications, mais je pense que ce sont des simplifications utiles pour essayer de comprendre de quoi on parle. Parce que comme on est dans un sujet compliqué, ça part dans tous les sens, je pense qu'il faut avoir des repères un peu. Du coup, moi, ce que j'ai imaginé, et donc là-dessus j'ai publié d'ailleurs des articles, c'est qu'il faut partir du patrimoine en tant qu'objet. Le patrimoine objet est lié, si vous voulez, à l'architecture, la construction. C'est quelque chose de concret sur lequel les archéologues, les historiens de l'art, les architectes peuvent se comprendre. Également les techniciens, les chimistes, les physiciens qui vont étudier les mortiers, la pierre, etc. Et on peut donc étudier, si vous voulez, les œuvres d'art et les monuments historiques de façon, on va dire, scientifique. Il ne faut pas les étudier seulement de façon scientifique, mais on peut les étudier de façon scientifique. Et même en les étudiant de façon historiographique, c'est-à-dire de voir leur lien avec les grands courants artistiques, les personnages qui sont liés à cette construction, l'origine des matériaux, les techniques constructives, etc., le monde des formes, enfin voilà, toute l'histoire de l'architecture. On peut étudier ça de façon relativement objective et on peut se comprendre, on peut dialoguer, si vous voulez, entre différents experts. Alors, on n'est pas toujours d'accord, évidemment, les historiens de l'architecture ne sont pas toujours d'accord, mais enfin, ils se disputent gentiment autour d'une tasse de thé, ça va, donc ça va. Ou alors ils s'envoient des articles sur lesquels ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais enfin ça reste de l'écrit, quoi. Donc c'est ce que j'ai appelé le patrimoine objet. Le patrimoine sujet, c'est tout ce qu'une société va attribuer comme valeur à un patrimoine. Un patrimoine sujet, on va dire, ce patrimoine, il est national, ou ce patrimoine, il est religieux, ou il représente ma religion, ou il a une valeur d'ancienneté,
où il représente mon identité. Voilà, cette maison, c'est mon identité, c'est ma religion, etc. Voilà, c'est ma nation. Donc là, ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué. Parce que quand on commence à attribuer un certain nombre de valeurs au patrimoine, bien sûr, c'est inévitable, il est pris en otage. C'est ce que j'ai appelé le patrimoine otage. Alors, voilà, il est otage parce que vous comprenez, il représente ma nation. Oui, mais moi, je trouve que c'est une œuvre d'art. Oui, mais enfin, c'est la mienne parce que c'est ma nation. Le problème, c'est quand les nations se coupent en deux, ou en 7 comme en ex-Yougoslavie, ben, la nation est coupée en 7, donc vous faites comment? Ben, vous coupez le pont en deux, quoi, le pont de Mostar. Donc c'est le paradigme de Mostar. On coupe en deux. Et donc voilà, donc du patrimoine otage devient le patrimoine martyr. Voilà, donc c'est ça, ces choses-là, pour vous montrer rapidement, si vous voulez, bien sûr, l'histoire de l'architecture, la géométrie, les modules, l'archéologie, tout ça, c'est le patrimoine objet, c'est les représentations du patrimoine objet. On se comprend, on peut dialoguer. Ici, vous avez l'église de Pienza qui était dans des relevés de Barbacci, avec ses problèmes de déformation, de fondation, de consolidation du XVIe siècle. C'est du patrimoine objet, c'est une représentation du patrimoine objet. Et pour montrer à quel point c'est compliqué, l'exemple du Volto Santo de Lucca, du visage saint de Lucca dans le nord de la Toscane, qui est un crucifix miraculeux du XIIe siècle, qui est toujours montré en procession à Lucca et qui fait l'objet d'une grande vénération par les catholiques depuis très longtemps. Et c'est tout le travail, bien sûr, de Walter Benjamin et de plein d'autres. C'est que le patrimoine religieux est d'abord un sujet, une présence, une aura. Vous savez, c'est le hic et nunc, et c'est l'aura de Walter Benjamin dans son célèbre livre de 1939, l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique. Walter Benjamin, pour ça, a beaucoup apporté. Et puis, ce sont des thèses qui ont été étudiées plus tard par Ernest Kantorowicz, les deux corps du roi, etc. La présence du roi qui est véritablement incarnée dans la statue du roi, dans la représentation du roi, par le processus ça va me revenir, j'en parle plus tard. Les deux corps du roi, on y reviendra. Alors, de la transsubstantiation, pardon, donc qui est en fait l'Eucharistie, au moment de l'Eucharistie, quand on dit c'est le vrai corps du Christ et le sang du Christ. Donc, pour le croyant, c'est véritablement le corps du Christ et le sang du Christ, c'est la transsubstantiation. Et donc, les deux corps du roi, la thèse de Ernest Kantorowicz, qui était grand intellectuel juif allemand qui a quitté l'Allemagne pour aller à Princeton, comme beaucoup d'autres, comme Panofsky et d'autres, explique ce phénomène de la transsubstantiation. Et l'œuvre d'art est d'abord, dans son état pré-muséal, avant d'être dans un musée, c'est d'abord la présence de la divinité, c'est la présence de Dieu, c'est la présence pour le croyant, c'est toute son aura, dont parle aussi Benjamin, très important. Alors finalement, voilà, donc est-ce que c'est un objet pour l'anthropologue moderne? C'est une œuvre d'art pour le conservateur de musée. Et à côté, vous avez sur cet exemple-là en Corvat, un couple en prière donc, qui dépose des offrandes. Mais alors, dans certains cas, ils vont recouvrir les sculptures de terre rouge, d'argile, en signe d'offrande, les recouvrir de pétales de fleurs, etc. Quand l'œuvre est dans un état pré-muséal, elle est vénérée par toute une série de gestes. Donc si on vous dit maintenant vous devez conserver cette statue de Bouddha et vous la conservez comment? Avec les pétales de rose dessus? Ou alors vous dites oui mais les pétales de rose ça ne se conserve pas, donc on fait comment? Etc. Vous voyez, donc c'est tous ces problèmes. C'est pas simple. Donc finalement, pour revenir à ce paradigme de Mostar, c'est pour dire que finalement ces quatre dimensions, objet, sujet, otage et martyr, elles sont ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement les séparer. Moi, j'ai essayé pas de les séparer, mais de les identifier pour comprendre ces choses. Mais on ne peut pas les séparer parce qu'elles sont toutes, comme une poupée russe, elles sont toutes les unes dans les autres, si vous voulez. Mais ça veut dire que la définition de l'objet à restaurer n'est pas simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on restaure? C'est pas simple. On restaure le patrimoine objet, le patrimoine sujet. C'est-à-dire, l'objet à restaurer est donc la résultante d'un long travail d'observation qui implique la reconnaissance de différentes valeurs,
mais qui implique aussi des choix. C'est un travail historico-critique complexe. Et donc c'est là que les théoriciens nous ont aidés à comprendre. Des gens comme Cesare Brandi, Paul Filippo ou Lisha Vladborelli sont vraiment des grands personnages qui nous ont beaucoup aidés et je pense qu'ils sont toujours actuels. Donc évidemment ça continue, puisque malheureusement en Syrie et au Proche-Orient, on continue à détruire des œuvres d'art. C'est parce que justement c'est cette question du patrimoine otage, du patrimoine martyr, qui est du patrimoine sujet. On détruit le patrimoine sujet, si vous voulez, on ne détruit pas le patrimoine objet. Enfin, du moins, ça, c'est ma thèse. Ça, c'est ce qui me semble. Donc, d'ailleurs, ici, effectivement, le type, là, il tape sur le radiateur. C'est dommage qu'il ne tape pas plus souvent sur les radiateurs, parce que ça pourrait épargner pas mal d'œuvres d'art. Mais bon, il ne tape pas que sur les radiateurs. Alors, Alors, ici, si vous voulez, cette question des iconoclastes, enfin des destructeurs d'œuvres d'art, elle n'est pas nouvelle. Vous avez toute une littérature là-dessus, Louis Rayot, Dario Gamboni, qui écrit ce livre en 1997, The Destruction of Art, très intéressant. Et on voit, par exemple, ici, ce tableau de Velázquez conservé à la National Gallery à Londres, qui en 1914 a été complètement taillardé, qui a été abîmé, martyrisé par des coups de cutter par Madame Mary Richardson le 10 mars 1914 pour des questions de revendication politique, parce qu'elle luttait pour le vote des femmes en Angleterre, ce qui était une lutte tout à fait honorable et juste. Mais pour lutter pour le vote des femmes en Angleterre, elle s'en est pris à une œuvre d'art de Diego Velázquez. Donc voilà. Pardon. Donc l'art, la guerre contre l'art. Donc, si vous voulez, par rapport à cette barbarie, cette forme d'iconoclaste, un chapitre très important, c'est la question de la protection. C'est-à-dire qu'à partir de 1935-1936, beaucoup d'intellectuels européens, des conservateurs de musées, des écrivains, des architectes aussi, des archéologues ont compris que la guerre allait arriver. Hitler prend le pouvoir en 1933, puis ça commence déjà quand même à chauffer. Et les gens se réunissent à différents endroits du monde, en Europe et même aux États-Unis, pour commencer à réfléchir comment on va protéger en fait les musées et les villes anciennes et les œuvres d'art européennes, américaines et un peu partout. Il y a Nicolas Roerich, qui était un peintre d'origine russe, qui est basé à New York, qui organise une réunion en 1935 à New York et qui donne un premier papier qui s'appelle le Pacte Roerich, et où vont participer des Allemands, des Italiens, des Français, enfin des Espagnols, pour dire il faut absolument qu'on mette en place au niveau de tous nos gouvernements nationaux un grand travail de protection des œuvres d'art, des musées, etc. Alors ça va se faire petit à petit. Vous voyez ici une inspection de la scène de Léonard de Vinci à Milan. Et donc, effectivement, dans tous les pays européens, on va commencer à construire, c'était un chantier absolument colossal, des palissades devant les monuments, non seulement devant les façades des monuments, mais à l'intérieur aussi, on va le voir. Ici, c'est Venise, c'est San Marco, Piazza San Marco, qui est complètement recouverte de palissades avec des sacs de sable. Heureusement, Venise a été épargnée totalement par la guerre, heureusement, mais la plupart des monuments étaient complètement couverts de sacs de sable, à l'intérieur et à l'extérieur. Les musées ont été complètement vidés. Chaque pays a organisé, disons, le déplacement des collections des musées de façon différente. C'est passionnant, c'est absolument incroyable. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ça, c'est la deuxième fois que ça se faisait, puisque ça a été fait une première fois en 1914, et une deuxième fois en 1939, 1940, 1941. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est fait à une échelle beaucoup plus importante. Le démontage des vitraux, par exemple des cathédrales, était quelque chose d'extrêmement compliqué en France. Et donc voilà. Mais ces protections sont quand même très importantes parce que vous voyez ici, en 1944, le réfectoire de Santa Maria delle Grazie
complètement détruit. Et derrière la palissade, il y a la peinture de Léonard de Vinci qui, heureusement, a été sauvée par ces protections. Alors, vous voyez, donc, voilà, tous les monuments, l'Europe devait se transformer comme ça en une chose de très, très bizarre. Comme ça, tout était caché derrière des sacs de sable, des murs de briques, des panneaux. Et vous aviez ici, ça c'est le château de Naples, Maschio Giovino, avec ce signe qui était jaune et noir, qui était censé être vu depuis les avions. Et normalement, les aviateurs devaient voir ce signe et donc ne pas larguer la bombe sur le monument. Enfin, c'est compliqué parce que les bombes ne tombaient pas exactement où est-ce qu'on voulait qu'elles tombent. La cathédrale de Cologne, protégée, le cœur de la cathédrale de Cologne, protégée aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les statues sont déplacées et emmenées ailleurs, dans des villas à la campagne, dans des monastères, etc. Mais ça, c'est une statue en bronze de Donatello. C'est le condottiere et Gattamelata à Padoue. Et donc une statue de Donatello sur une place à côté de Sant'Antonio à Padoue, à Padova. Et bon, voilà, vous voyez, c'est vraiment un chantier qui est incroyable. À Brescia, par exemple, à tel point qu'à certains endroits, les Italiens ont même détaché les fresques. Donc, ce sont des peintures murales qui sont peintes sur un enduit à la chaux. Ils ont détaché les fresques de leur support pour les cacher à d'autres endroits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une technique très compliquée de détacher les fresques de leur support et de les remettre ensuite en place après. Oui, ici, c'est toujours à Padoue, la chapelle Ovetari. Là, on déplace en fait un panneau de fresque qui avait déjà été détaché de son support à la fin du XIXe siècle. Parce que c'est les Italiens qui ont mis au point la technique de détachement, si vous voulez, des fresques de leur support mural. Fin XIXe siècle, c'était la première fois. C'est une fresque de Mantegna, qui est emmenée à Saint-Antoine de Padoue, parce qu'ils étaient tous convaincus qu'à Saint-Antoine, il n'arriverait rien. Effectivement, Padoue a été très très bombardé, mais Saint-Antoine a protégé ses œuvres d'art. Voilà, donc il y a la protection des populations civiles, qui est un sujet immense aussi et complexe, évidemment, les souterrains, les choses, bon, ça c'est... Et il y a des traités, par exemple ici, monsieur Leclerc, en 1939, qui fait tout un traité de protection des gens contre la guerre aérienne, l'abri dans la maison. Ici, vous avez la statue d'un roi du Piémont Savoie, je ne me souviens pas duquel, qui est caché dans une petite cabane comme ça, mais ils ne l'ont pas démonté, ils l'ont habillé. La cathédrale de Chartres qui est en train d'être protégée ici avec des sacs de sable. Et un autre travail qui est fait entre l'Europe, les États-Unis et la Russie, c'est le camouflage. Vous avez donc, et là, il y a toute une littérature là-dessus, ou dans les écoles des beaux-arts et dans les écoles d'architecture. Pendant la guerre, ils apprennent à faire du camouflage. Par exemple, Louis Kahn, quand il fait ses études, il y a un professeur qui lui enseigne comment camoufler des monuments pour qu'ils ne soient pas repérés depuis les avions. Donc ici, par exemple, en haut à droite, vous avez le monastère de Smolny à Saint-Pétersbourg, sur lequel ils ont tendu des toiles, enfin des cordes, ils ont mis de l'herbe avec des fausses vaches. Et donc, comme ça, les avions ne voyaient pas que c'était le monastère de Smolny, quoi. Et donc, c'est étonnant parce que vous avez des professeurs comme Laszlo Moholy-Nagy, qui venait du Bauhaus, ou Grigory Kepes, donc tout ça est lié aussi avec la Gestalt psychologie, avec la psychologie de la perception, qui enseigne cette question du camouflage. C'est vraiment très intéressant. Les vitraux, alors ça, c'est absolument incroyable parce que c'est un chantier très complexe, la cathédrale de Chartres sans ses vitraux. Les caisses, donc dessinées par Chauvel, Albert Chauvel, pour stocker les vitraux. Et tout le repérage, évidemment, des vitraux à la cathédrale de Rouen. Et ensuite, où les mettre et comment les conserver. On démonte les tableaux dans les églises, ça c'est à Venise. À Londres, on stocke les musées dans des stations de métro qui sont mobilisées pour stocker les œuvres d'art. Et donc les toiles sont conservées dans des abris spéciaux comme en Hollande. Et évidemment, on se pose beaucoup de questions de la conservation, parce que quand on enlève une œuvre de son site d'origine et qu'on la met ailleurs,
D'abord, on constate qu'elle a des tas de problèmes. Il faut faire un constat d'état, ce qu'on appelle le constat d'état dans les musées. Dans quel état elle est? Il y a des tas de bestioles dedans. Elle est mangée, rongée. Est-ce qu'elle est en bon état, etc. Vous voyez? Donc, il faut étudier tout ça, parce qu'on ne peut pas prendre comme ça l'œuvre d'art, puis la stocker comme ça dans sa cave, et puis on attend que la guerre se finisse, et puis on est tranquille. On boit un petit coup, puis on attend 5 ans, on revient après, et elle est toute mangée par des tas d'insectes, si vous voulez. Donc, tout ça pour dire que ça fait avancer considérablement la science de la conservation des œuvres d'art, considérablement. Et tous les experts, tous, pas tous, mais des experts discutent entre eux, notamment Paul Corman avec Cesare Brandi et d'autres. Ils discutent pour savoir comment on va faire pour conserver ces œuvres d'art pendant la guerre, pour ne pas qu'elles se détruisent dans leur cave. Voilà. Alors on en vient donc à l'expérience, on passe au chapitre suivant, qui est l'expérience que j'ai appelée l'expérience laboratoire, qui est la restauration des peintures murales de Viterbe et de Padoue, 2 cycles de peinture murale du XVe siècle, donc à Viterbe, Lorenzo da Viterbo, la chapelle Mazzatosta, une œuvre importante, qui est complètement détruite, enfin l'église est très abîmée, et par le souffle des bombes, donc la chapelle est vraiment très, très secouée. Et vous voyez ici sur cette photo les fragments d'enduit qui sont tombés au sol de la chapelle. Et là, vous avez l'œuvre de Lorenzo da Viterbo avant la guerre. Enfin, une scène, hein, il y a toute une série de scènes, quoi. Donc l'autre cas, c'est Padoue, donc avec la chapelle Ovetari, avec ses fresques d'Andrea Mantegna, très importantes. Vous avez ici une reproduction d'une scène d'Andrea Mantegna avant la guerre. Et voilà la chapelle Ovetari, donc en 1900, parce qu'elle est bombardée donc, le 11 mars 1943 par les avions bombardiers alliés anglo-américains et canadiens. Donc elle est sectionnée en deux, enfin l'église est extrêmement abîmée. Et quand Forlati, donc Ferdinando Forlati, se rend sur place, que l'Église, qui sait que donc le jour même, il s'est rendu sur place le jour même, ce qu'il écrit est vraiment extrêmement émouvant. Alors je n'ai plus sa phrase de mémoire, mais vraiment il dit que quand il a vu ce spectacle, il dit qu'il n'a jamais rien vu de pire dans toute la guerre. On est en 1943, malheureusement il va encore avoir pire, parce qu'on n'est qu'en 1943. Il dit qu'il n'a jamais rien vu de pire comme destruction de l'art italien. Et les fresques d'Andrea Mantegna sont célèbres dans le monde entier. Donc plusieurs historiens de l'art américains, anglais, même allemands, enfin, sont scandalisés. Et donc ça fait vraiment un écho dans toute l'Europe, quoi, même au-delà. Voilà, donc vous voyez, donc il y a des sortes de prospectus, d'affiches un peu sono passati liberatori, parce que vous aviez aussi les avions, les Liberator, les avions anglais s'appelaient Liberator, les avions qui portaient les bombes. Hein, et donc voilà, comme étaient les fresques de Mantegna et comme elles sont maintenant. Donc il fabrique une maquette qui représente l'église San Giovanni degli Eremitani avec toutes ses lacunes. Il y a une maquette en bois qui est toujours conservée à Venise, hein, que j'ai vue. Et donc voilà tous les gravats de ces fresques. Alors, en pleine guerre en fait, hein, on est en 1944. Cesare Brandi, l'Institut central de la restauration, donc, a été créé en 1939. Il est opérationnel à partir de 1942, 43, enfin plutôt 43, vers la fin de l'époque fasciste. Brandi donc est envoyé à Viterbe et à Padoue pour constater l'état des lieux. Et la première chose qu'il va faire, c'est de demander que personne ne rentre dans l'espace de la chapelle pour ne pas piétiner les morceaux d'enduit. Parce que si on marche dessus, ils vont encore se casser encore plus, parce que les enduits à la chaux, c'est fragile, vous voyez. Donc, mais évidemment, il y a des gens qui volent des morceaux d'enduit, qui les emportent chez eux, etc. Voilà, donc c'est compliqué. Donc la première chose qu'il met au point, c'est la technique archéologique, c'est-à-dire qu'il fait tirer des cordes au-dessus de la chapelle Mazzatosta à Viterbe. Il donne des numéros au carré et il demande donc à ceux qui vont ramasser les morceaux, et il le fait lui-même aussi avec l'aide de ses premiers élèves de l'Institut, de numéroter les caisses dans lesquelles ils ramassent les morceaux. Donc, et c'est extrêmement important. Donc il y a toutes ces caisses qui sont
numérotés pour essayer de comprendre à peu près d'où venaient les morceaux, c'est-à-dire ce qui venait de la paroi verticale et ce qui venait de la voûte, etc. Vous voyez, et on va stocker donc ça dans un couloir de l'Institut central. Ils stockent, donc il y a plus de 20 000 fragments de la chapelle Mazzatosta à Viterbe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au même moment, il y a autant de fragments de Padoue. Moi, je me suis toujours demandé comment ils n'ont pas mélangé les deux chapelles. Enfin bon, ça. Alors, voilà, donc les caisses qui arrivent à Rome. Oui, vous imaginez s'ils mélangeaient les deux. Donc là, ils ont mis plusieurs années à reconstituer le puzzle. Donc toutes les caisses sont numérotées sur les tables et les premiers élèves de l'Institut commencent à faire la recomposition des fragments. Évidemment, les fragments sont en couleur, mais évidemment, ils ont des photos en noir et blanc, parce qu'il n'y avait pas encore de photos. Enfin, il y avait des photos en couleur, mais il n'y en avait pas beaucoup, et ils n'avaient pas de photos en couleur. Donc c'était assez compliqué. Ils devaient aussi regarder les fragments d'enduit, non seulement sur leur face, mais sur leur pile, enfin, de l'autre côté. Enfin, c'est une complexité assez inouïe. Et donc, je ne veux pas vous raconter tous les détails de tout ça, mais donc ça se fait progressivement à partir de 1944. Et en 1946, il y a déjà les premiers résultats de la recomposition de ces fresques. On arrive à ce stade ici, où Brandi dit, mais voilà, ici, on a commencé à recomposer l'image, mais ce n'est pas satisfaisant, évidemment, parce que la lacune apparaît comme une image qui est aussi importante que l'image elle-même, et elle empêche la compréhension de l'image. Donc il faut travailler sur ce qu'on appelle le traitement de la lacune. Et pour ça, donc Brandi va se baser sur un certain nombre de concepts, la Gestalt psychologie, donc la philosophie de la philologie aussi, la psychologie de la perception, l'unité potentielle, le rapport figure-fond, la taille des lacunes, etc. Donc c'est vraiment une invention de Cesare Brandi à ce moment-là, d'utiliser tous ces concepts relativement simples, mais à la fois psychologiques et philosophiques, pour arriver à reconstituer les peintures murales. Donc on voit ici les différents stades de la recomposition. Hein, et ce qui est complexe aussi, c'est que les peintures murales ne sont pas seulement sur des parois verticales, mais aussi sur des voûtes. Hein, donc arriver à maîtriser, je veux dire, d'un point de vue spatial, cette recomposition, ça ne devait pas être simple. Voilà, donc vous voyez ici les deux stades, le stade avant la réintégration des lacunes et après la réintégration des lacunes. Et donc c'est là que Brandi met au point ce qu'il appelle le tratteggio ou le rigatino, c'est-à-dire que les parties nouvelles où l'enduit nouveau a été refait sont repeintes avec une sorte d'abstraction, ce qu'il appelle l'abstraction chromatique. Donc c'est à peu près la même couleur que les parties attenantes qui sont d'origine, mais avec des petits filaments verticaux, hein, des petits traits verticaux peints à l'aquarelle. Donc peint à l'aquarelle, pourquoi ? Parce que l'aquarelle c'est réversible. Donc éventuellement on pourrait dans quelques années enlever cette restauration et revenir vers une restauration plus véridique si on trouvait des nouveaux fragments ou quoi. Et en même temps, si vous voulez, dans la vision lointaine de l'œuvre, vous avez l'unité potentielle de l'œuvre qui est rétablie, ce qui est l'unité potentielle ou l'unité figurative, mais dans la vision rapprochée de l'œuvre, vous pouvez identifier, c'est la question de l'identification qui est centrale, identifier la partie restaurée par rapport à la partie authentique du XVe siècle. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important dans cette éthique de la restauration. L'Institut central de Rome, donc, fondé par Brandi avec Giulio Carlo Argan et le soutien du ministre de l'époque qui s'appelait Giuseppe Bottai dans les années de l'époque fasciste, en 1939, est le premier institut, je dirais, en Europe de ce type-là. Et il va servir de modèle pour les autres instituts de conservation des œuvres d'art en Europe et dans le monde. Parce que, oui, il y avait déjà, en fait, si vous voulez, des laboratoires de restauration des œuvres d'art dans les musées, même aux États-Unis, au début du XXe siècle, en Europe aussi. Mais la façon dont est organisé l'Institut central de la restauration est totalement nouvelle, et c'est totalement l'œuvre de Cesare Brandi et de ses premiers élèves, hein, notamment de Paolo et Laura Mora, qui sont les grands conservateurs de peinture murale et qui étaient mes professeurs à Rome. Voilà Brandi, donc
et ici, donc, Cesare Brandi, et la salle d'exposition donc, qui met au point dans l'Institut, avec on est en 46, hein, avec des lampes qui sont avec des lumières qui ne chauffent pas, avec toute une série de précautions, un système de traitement de l'air pour qu'il y ait l'humidité relative qui convienne à la conservation des œuvres d'art, etc. La bibliothèque et le centre de documentation, et le centre de formation, puisque c'est à la fois une école, centre de formation, une bibliothèque, archives, centre de documentation, laboratoire scientifique. Et le rôle de l'historien de l'art, dans ce cas-là, est prépondérant, puisque c'est lui qui un peu chapeaute tout le processus autour des différents métiers de la conservation. Au même moment, si vous voulez, en Italie, la muséographie, comme je vous le disais, change complètement. Donc il y a un renouvellement profond de la muséographie, avec des grands architectes comme Franco Albini, ici c'est à Gênes, le Palazzo Bianco. Je pense qu'il est inauguré en 1952. Et ces architectes et conservateurs de musées travaillent ensemble, mais ils sont soutenus par les grands historiens de l'art. Ils sont soutenus par Giulio Carlo Argan, par Cesare Brandi, qui vont soutenir d'un côté Franco Albini, d'un autre côté Carlo Scarpa, dans leur travail de renouvellement profond de la muséographie. Tout ça est lié. Et le traitement des lacunes, voilà, on en arrive au traitement des lacunes en architecture et en peinture. Pour moi, donc, on l'a vu au début, je pense qu'il y a un lien très fort. Vous voyez ici le palais de la Mercancy à Bologne, qui est, si vous voulez, ce qui est complètement paradoxal dans ce type de ruines de la Seconde Guerre mondiale, c'est que vous avez une partie de ce bâtiment médiéval, on va dire gothique, qui est presque parfaitement conservé. On pourrait imaginer que vous êtes toujours en train de dormir dans la partie qui est à droite, hein, ici. Et puis dans l'autre partie, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de pilastres. Enfin, voilà. Donc c'est une ruine paradoxale. Et c'est une ruine qui se crée en un temps extrêmement court. C'est la ruine merveilleuse dont on a parlé, la ruine fantastique, elle se construit sur un temps très long, souvent. Hein. La Villa d'Adrien, les ruines de la Villa d'Adrien, c'est une construction, c'est un projet, ça se fait sur un temps très long. Ici, la ruine se fait sur une seconde. Elle se fait à un moment paradigmatique. C'est pour ça que j'ai parlé du paradigme de Mostar. C'est un moment extrêmement violent où d'un état entier, une œuvre d'art devient fragmentaire. Donc c'est pas du tout la même chose que la construction de la ruine qui se fait très lentement avec la vision des artistes, etc. Hein. Ici, on voit peut-être pas très bien, mais le rigatino, vous voyez, ces petits traits verticaux de la réintégration des lacunes dans le visage de la Vierge de Lorenzo da Viterbo. Alors, la philologie, la question de la philologie, effectivement, c'est pourquoi philologie ? Parce que, si vous voulez, c'est quand un philologue étudie un texte ancien, s'il y a un trou dans le parchemin, il va reconstituer le texte, mais il va mettre le texte qu'il a réécrit, qu'il a interprété, entre crochets. Parce qu'il va dire, moi je pense que l'auteur, il a voulu dire ça, quoi. Mais j'en suis pas totalement sûr, donc je mets mon texte entre crochets. Et c'est ce qu'on voit sur cette plaque de marbre. Vous avez une partie de la plaque de marbre qui est d'origine, une autre partie qui est réintégrée, qui est réinterprétée, et qui est mise un peu en sottofondo, qui est mise un petit peu en retrait, si vous voulez. Et de là, ici, c'est pareil, les maçonneries, vous voyez, du Palazzo dei Trecento à Trévise, vous avez la partie d'origine du palais avant 1944, en maçonnerie de briques, et les parties reconstruites avec cette petite ligne comme ça ici, qui se différencie, et en plus, dans les briques, vous avez des datations. Ici, vous avez par exemple cette date, le 14 mars 1968, à Persépolis, où le fragment de marbre d'origine et puis une partie qui est reconstituée ici, avec une sorte de rigatino, vous voyez, une sorte de rigatino dans la pierre, et la marque qui est le moment de cette restauration, quoi. Donc c'est aussi une forme d'éthique, une forme de morale de la restauration, c'est-à-dire de ne pas mentir, de dire il y a une partie qui est authentique, qui est ancienne, une partie qui est restaurée. Et elles forment un tout, elles peuvent avoir une unité potentielle, une unité figurative, mais si on la regarde attentivement,
On peut voir la différence. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous avez encore un peu de courage, mais on va voir une série de traitements de lacunes différentes. Là, c'est un peu lourd parce qu'on va voir plein de monuments détruits puis reconstruits. Donc, ça va, vous me dites hein, si je continue. Ça va, oui. Alors, le traitement des lacunes en architecture. Donc, j'ai tenté, donc, dans mon travail de recherche, de faire une typologie de différentes lacunes. Hein, je ne vous ai pas mis toutes les typologies qui sont dans ma thèse, parce qu'il y en avait un petit peu plus. Et puis tous les exemples, puisque c'est vrai que ça fait 880 pages, donc il faut synthétiser tout ça. Mais le traitement des lacunes en architecture, les éléments de décor. Alors, les éléments de décor, ça me semble un sujet important. C'est-à-dire qu'il y a la structure même de l'édifice et généralement un décor à l'intérieur avec des enduits, des mosaïques, des peintures murales, des stucs et toute une série d'éléments qui sont extrêmement importants pour définir ce qu'est un ensemble monumental, ou ce que les Allemands appellent un Gesamtkunstwerk, c'est un Gesamtkunstwerk, un ensemble, un travail, une œuvre d'art faite ensemble avec l'architecture, l'espace, la peinture, la sculpture, etc., les pavements, etc. Alors ici, c'est à Munich, donc on a cette Glyptothek, donc un bâtiment du début du 19e siècle conçu par Leo von Klenze, un grand architecte du classicisme allemand, classicisme, donc Leo von Klenze, pour abriter des marbres grecs que le roi de Bavière, Louis II, je crois, si je ne me souviens plus, Louis II, je pense. Louis Ier, non, peut-être Louis Ier, peut-être. Bon, peu importe. Donc, avait envoyé des archéologues allemands donc, dans cette île en Grèce d'Égine, où ils ont dirigé les fouilles très longtemps, et fait revenir dans des marbres d'une très grande qualité. Également le faune Barberini, une sculpture romaine absolument extraordinaire. Et donc Leo von Klenze est chargé de construire un écrin pour abriter toutes ces œuvres de sculpture grecque classique du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Avec des décors, donc c'est von Klenze, c'est l'architecte, Cornelius, il y a une erreur d'orthographe, pardon, Cornelius, donc Peter von Cornelius, qui fait les décors. Et évidemment, en Munich, comme toutes les villes allemandes, est détruite en 1944-45. Donc vous avez ici la photo de l'état du bâtiment au début du XXe siècle. Les dessins, la coupe sur le bâtiment de von Klenze, et ici l'état en 1945. Voilà, donc vous aviez toutes ces salles comme ça en enfilade, une architecture inspirée bien sûr de l'architecture romaine, le classicisme allemand, avec ces décors de stucs, des peintures murales, les caissons. Donc là, vous avez effectivement les marbres grecs qui sont ici, qui sont dans un état entier, on va le voir plus loin. Là, vous avez les dessins de l'architecte Joseph Wiedemann qui commence à travailler sur le projet à partir de début de 62. En fait, le projet ne se fait pas tout de suite. La Glyptothek est un peu abandonnée, on s'occupe d'autres choses, on reconstruit la Pinakothek, mais la Glyptothek, ça se fait un petit peu après. Là, vous avez l'état dans les années 1960, vous avez qui reste encore des éléments de stuc, de décor, qui sont encore un peu accrochés au mur. Et là, donc ça, c'est très intéressant. C'est un chapitre de l'histoire de la restauration des œuvres d'art important. C'est les restaurations de ces sculptures grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ qui ont été réintégrées par le sculpteur d'origine danoise, Bertel Thorvaldsen, au tout début du 19e siècle. Bertel Thorvaldsen était travaillé avec Antonio Canova, avait installé son atelier de sculpture à Rome. Et les sculptures sont d'abord arrivées à Rome, elles ont été restaurées à l'identique, on va dire, d'une façon néoclassique, par Bertel Thorvaldsen au tout début du XIXe siècle, et ensuite transportées à Munich et installées dans le musée de von Klenze. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre le début du XIXe siècle et 1945, les fouilles archéologiques
allemandes à Égine ont continué. Donc ils ont continué à trouver des morceaux de ces sculptures originaux. Un morceau de pied par ici, un morceau de bras par là, une oreille, un doigt de pied, etc. Mais comme Bertel Thorvaldsen avait tout reconstitué, c'est embêtant parce que comment vous faites pour mettre le doigt de pied du 5e siècle avant Jésus-Christ alors que Thorvaldsen a déjà fait son doigt de pied. Vous voyez, donc ça, c'est compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1944-45, le musée est dans un état de destruction. Également, les sculptures grecques, elles ont été endommagées par la guerre. Et le directeur, le conservateur du musée à l'époque, c'était Dieter Holly, donc un grand archéologue allemand, décide qu'il va à la fois donc restaurer le musée, bien sûr, l'écrin, et il va aussi restaurer les œuvres, ce grand cycle de sculptures, enfin ces frontons, c'est le fronton du temple, qu'il va en fait dérestaurer. Donc, en fait, il va enlever les intégrations de Thorvaldsen, les mettre de côté dans des dépôts et présenter l'œuvre dans sa pureté du 5e siècle avant Jésus-Christ, sans les morceaux de Thorvaldsen. Et donc, effectivement, il y a la rigueur philologique, si vous voulez, des archéologues allemands, mais il y a probablement aussi tout ce climat culturel, je dirais, de la reconstruction post-bellica, du travail de l'Institut central de la restauration à Rome. Vlad Borelli donc, va à Munich pour conseiller l'archéologue Dieter Holly. Tout ça, ces gens discutent, si vous voulez, entre l'Italie et l'Allemagne, pas seulement, la France aussi, donc tout ça, ça discute. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le résultat, c'est pour moi un des très très beaux musées en Allemagne. Bon, il n'y a plus de décors. L'architecte Joseph Widermann a décidé d'enlever les restes de décors qu'il y avait sur ces voûtes, de reconstruire les voûtes en briques avec un simple badigeon de chaux, comme ça, très très pur. Alors peut-être qu'on ferait plus ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mais résultat, c'est un musée assez extraordinaire, avec ces murs de briques simplement chaulés et ces marbres grecs dans leur pureté. Voilà. Donc c'est vraiment un musée très très beau. Et forcément, ce que je veux dire par là, c'est que le musée, la Glyptothèque de Munich de 1930 et la Glyptothèque de Munich aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc est-ce qu'on pose la question, quand on reconstruit les monuments après la guerre, est-ce qu'on les reconstruit à l'identique ? Non, enfin pas toujours, enfin pas souvent. Et en tout cas là, on ne les reconstruit pas à l'identique. C'est-à-dire que c'est une véritable renaissance, c'est une autre œuvre qui nous est présentée aujourd'hui. Vous voyez, et cette question des enduits est très importante parce que bien sûr que l'architecture elle est définie par son épiderme, par sa peau, mais il y a une question aussi d'histoire de l'art, d'historiographie, qui est que dans l'histoire de l'art dans les années 1950, 1960, le 19e siècle est considéré comme une période qui n'a aucune valeur. Les historiens de l'art, quand ils vous disaient à l'époque « ça c'est du 19e siècle », ça voulait dire « vous pouvez le démolir, ça ne vaut rien ». Et le 19e siècle n'a été réhabilité dans l'histoire de l'art, si vous voulez, dans l'histoire de l'architecture, qu'à partir des années 1970, 1960, allez, on va dire 1960, 1970. Alors peut-être sur le début du 19e siècle, non, mais sur la deuxième partie du 19e siècle, l'éclectisme, le néo-gothique, le néo-roman, le néo-byzantin, etc., a été considéré par les historiens d'art et les architectes dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiate après la Deuxième Guerre mondiale comme une période qui n'avait pas une très grande valeur dans une échelle, si vous voulez, de valeur de l'histoire de l'art. Si on faisait des échelles de valeur, l'éclectisme c'était considéré comme quelque chose quand même un peu... voilà. Bon, alors aujourd'hui c'est différent. Donc il y a d'un côté le fait que ces décors, quand les églises romanes, par exemple de Cologne, ont été fortement restaurées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec des décors néo-romans ou néo-gothiques, ces décors n'ont pas résisté à la guerre, mais ils n'ont pas résisté non plus à l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas résisté au jugement critique des historiens qui considéraient que ces décors ne valaient rien. Et en plus de ça, ils étaient à moitié détruits par les bombes, il n'y avait plus de toiture, il pleuvait pendant des dizaines d'années, parce que les chantiers ne se sont pas faits tout de suite. Les églises romanes de Cologne, on a mis 70 ans à les restaurer. C'est-à-dire que les derniers chantiers de construction des églises romanes de Cologne, c'est en 2010. C'est Peter Zumthor avec le musée Columba, c'est inauguré en 2010.
Donc c'est de 1945 à 2010 pour reconstruire les églises romanes de Cologne. Donc évidemment, c'est un chantier très très long. Voilà. Et vous voyez, donc, l'église Saint-Stéphane à Karlsruhe, dans son état avant la guerre et après la guerre, il y a une sorte d'éradication pratiquement. Il parlait vraiment de éradiquer. C'était le vocabulaire des architectes, des historiens de l'art dans les années 50-60. Il faut éradiquer ces décors néo-gothiques. Et d'ailleurs, la guerre nous a bien aidés puisqu'elle a déjà fait une partie du boulot. Donc ça, c'était voilà, la question des décors. Alors que ce qu'on a vu en Italie, quand on a recueilli des morceaux de marbre et qu'on a mis des années à les reconstituer, n'a rien à voir. Parce que ce sont des œuvres d'art d'une valeur absolue. Ce sont des œuvres d'art du XVe siècle, de Mantegna, des artistes qui sont connus mondialement. Et alors que cette période, peut-être que les artistes étaient aussi bien à cette période-là, c'est pas ça que je veux dire, mais simplement elle était considérée comme une période peu intéressante. Alors, deuxième catégorie, le traitement des lacunes. Ah ben non, on est toujours sur les décors. Là. On est toujours sur les décors. Alors ça, c'est une autre question, c'est la bibliothèque de Sarajevo, dans l'ex-Yougoslavie, bombardée par les milices serbes en 1992. Donc cette bibliothèque a été construite d'ailleurs sur un terrain qui avait flambé, qu'il y a eu un incendie dans un quartier de Sarajevo. Donc elle est construite à la fin du 19e siècle, c'est le petit plan triangulaire qui est ici. Et là, on a une image de Sarajevo à la fin du 19e siècle, à l'époque austro-hongroise. On voit qu'il y a une certaine diversité culturelle. Donc, la bibliothèque de Sarajevo en flammes, c'est une image que beaucoup d'entre vous ont dû voir en l'été 1992. D'ailleurs, elle est incendiée le 25 août 1992, la même date que la bibliothèque de Louvain, le 25 août 1914, par l'armée allemande. Donc c'est toute cette histoire très forte, cette histoire terrible du martyre de Sarajevo pendant 5 ans. Et plusieurs volontaires essaient de récupérer des livres à ce moment-là, mais les snipers continuent à tirer. Il y a eu des morts, des gens qui essaient de récupérer des livres et qui sont morts mitraillés par les snipers serbes. Et c'est ce moment où le violoniste Vedran Smailović joue, je crois, Jean-Sébastien Bach, je ne sais plus, enfin peu importe, dans les ruines de la bibliothèque de Sarajevo, comme signe de résistance contre la barbarie. Voilà, donc moi j'ai pu visiter le chantier en 2011. Finalement, c'est à partir de 2010 qu'ils ont décidé de reconstruire la bibliothèque de Sarajevo. Et c'était une restauration à l'identique, parce que donc c'était un architecte d'origine croate, Cyril Metod Iveković, qui avait finalement dessiné les plans de cette bibliothèque. En fait, il y avait plusieurs architectes qui ont dessiné les plans, mais le dernier est mort, je ne sais plus comment, dans un hôpital psychiatrique à Grasse. Enfin, peu importe. Et donc, le projet a été complètement repris par ce jeune architecte, Cyril Metod Iveković. Et tous les dessins de cet architecte Iveković sont conservés dans des archives à Zagreb. Et donc les architectes du studio Urbing qui ont été chargés de restaurer cette bibliothèque ont retrouvé tous les dessins de l'architecte avec tous les dessins de décors. C'est une architecture néo-mauresque, on va dire, néo-arabo-mauresque, faite pendant l'Empire austro-hongrois, donc c'est très intéressant. Et comme il m'a expliqué qu'ils ont retrouvé tous les dessins de l'architecte, pour lui, il n'y avait aucun doute que la restauration devait être strictement à l'identique. Et d'ailleurs, elle a été plus à l'identique que l'identique parce que à l'époque de Iveković, il n'a pas pu réaliser tous les décors qu'il aurait voulu, il n'a pas pu mettre tous les verres colorés qu'il aurait voulu mettre, etc. Donc ils l'ont restauré encore plus à l'identique qu'à l'identique. Si vous voulez. Donc et voilà, donc ça c'est aussi une question. Bon, j'ai écrit un article là-dessus que vous pourrez trouver sur la revue Urbanité qui s'appelle de l'urbicide à la réparation, Sarajevo, ça vous trouverez facilement sur Internet, où j'ai interrogé différents spécialistes. On a fait une réflexion avec mon professeur de thèse Vincent Véchambre sur cette question de la reconstruction de la bibliothèque de Sarajevo. Et effectivement, est-ce que cette reconstruction à l'identique, si vous voulez, n'est pas une forme de thérapie, enfin de
de guérison. Est-ce qu'il y a moyen de guérir, si vous voulez, de ces blessures en retrouvant l'architecture de cette bibliothèque, qui est un monument important pour Sarajevo, telle qu'elle était avant la guerre? Je ne sais pas. Enfin, voilà, ce sont des questions ouvertes. Alors, autre type de lacunes. Donc, vient de voir les lacunes sur les décors. Donc, on a vu absence de décors, et puis ensuite Sarajevo, totalité de décors. On a vu les deux opposés, si vous voulez. Les systèmes de couvrement de l'espace, donc les systèmes de voûtes, etc. Surtout les voûtes, en fait, qui sont les églises ou les plafonds à caissons, les voûtes. Ça, c'est l'église Sainte-Marie in Capitole à Cologne, une église romane très importante. À Cologne, vous avez une vingtaine d'églises. Il y en a plus, mais il y a une vingtaine d'églises romanes de première importance pour l'histoire de l'art. Et notamment cette église Santa Maria in Capitole, construite sur l'ancien temple du Capitole romain de la ville de Cologne, au bord du Rhin, et une des églises très, très importantes. Et on voit sur la coupe ici que vous avez ici cette baie à claire-voie, comme d'ailleurs dans la typique de l'architecture ottonienne, ou même d'ailleurs on retrouve ce type de baie à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle. Et là, les voûtes du XVe siècle, gothiques, donc des voûtes gothiques qui sont construites sur une nef romane. Et là, vous avez l'image de l'église Santa Maria in Capitole en 1910. Elle est complètement peinte avec des décors néo-byzantins, enfin néo-romans, parce que les artistes allemands ont vraiment travaillé énormément sur ces églises qui ont été restaurées selon les théories de Viollet-le-Duc, mais c'était du Viollet-le-Duc puissance 10. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment du super Viollet-le-Duc, quoi. Donc, les églises romanes, des églises très anciennes d'Allemagne, et notamment à Cologne, étaient en général toujours peintes avec des meubles qui étaient dessinés dans de style néo-roman, néo-gothique, etc. Mais vous voyez, l'état de l'église après la guerre, voilà, ici c'est encore une partie qui est relativement bien conservée, ça, cette photo-là, et l'état avant la guerre, avec tous ces décors. Alors, le plan de l'église Santa Maria in Capitole, donc c'est ce plan avec les trois conches, le plan qu'on appelle triconchos, qui est un plan typique des églises du Rhénan. La nef ici est centrale, les bas-côtés. Et ici, donc, les dessins assez précis des années 1946-1945 par le service des monuments historiques allemands, donc le Denkmalfläche, avec en jaune la partie les lacunes, en rouge les fissures, etc. Et donc, tout ça, c'est très important parce que en Allemagne, notamment en Rhénanie, dans cette région de Cologne, ils ont fait un inventaire des œuvres d'art à la fois de la ville. Enfin, c'est vraiment de la ville à la petite cuillère. Voilà, pour résumer, c'est ça. En passant par l'architecture, un inventaire avec des dessins extrêmement précis, des photos, des analyses archéologiques. Tout cet inventaire a été dirigé par Paul Clémen, un grand personnage. Paul Clémen, un peu l'équivalent de Paul Léon, si vous voulez, en France. Paul Clémen. Et cet inventaire est absolument monumental. Donc heureusement, c'est publié, ces livres sont conservés. En 1945, on va replonger dans ces livres. Et grâce à tous ces relevés des églises qui ont été faites avant la guerre, les architectes vont pouvoir reconstituer ces églises romanes de Cologne en redessinant, si vous voulez, les façades, les plans, les coupes, et en analysant la question des parties détruites, des parties conservées, des parties fissurées, etc., de façon assez rigoureuse. Et ici, vous avez l'église avant la guerre, l'état après la guerre. Et ce dessin-là, assez important, parce que je vous ai dit que les voûtes étaient des voûtes gothiques, et on est dans une église romane du XIe, XIIe siècle. Et là, vous avez un dessin qui reconstitue, en fait, l'état de l'église tel qu'elle aurait dû être au XIIe siècle. Un dessin d'un historien de l'architecture qui est conservé. Et ça, c'est une indication importante. En 1955-56, ils font un concours d'architecture qui s'appelle un concours d'experts. Ça, la question des concours, on va le retrouver en Italie et en Allemagne. Et ils font appel à différents architectes, Dominicus Böhm, Emil Stephan,
Rudolf Schwarz, bien sûr, Karl Band. Donc finalement, c'est le projet d'Emile Stephan qui gagne, qui est inspiré en fait de l'état de l'Église telle qu'elle était à l'époque romane. Mais après le concours, c'est Willy Weyress qui va récupérer le chantier, qui était donc l'architecte en chef, le Baumeister, si vous voulez, de Cologne, et qui récupère le chantier en s'inspirant du projet d'Emile Stephan. La reconstruction de Santa Maria in Capitole, ce qui est aussi très beau, c'est que pendant les chantiers, ils installaient des églises, des chapelles provisoires, des chapelles de fortune. Comme le chantier dure très longtemps, évidemment, il y avait des chapelles où on pouvait de nouveau faire la liturgie. La reconstruction des voûtes du triconchos, on remonte donc ces colonnes en pierre. Et voilà l'état de l'église après la guerre. Vous voyez que les voûtes gothiques ont disparu. Le décor néo-roman a complètement disparu. On a des enduits lisses. On a un toit en bois, un toit complètement nouveau, enfin un plafond en bois. Et l'église est reconstruite. Vous voyez la différence entre l'église dans son état en 1910 et dans son état actuel. Et le jubé, en fait, qui était de l'autre côté de l'église, côté ouest, est mis à l'entrée du chœur. On installe un jubé magnifique du XVIe siècle. Il n'était pas prévu pour être là, mais ils l'ont déplacé pendant la reconstruction post-bellica. Donc la restauration post-bellica, c'est un véritable projet, si vous voulez. C'est pas une reconstruction à l'identique. Vous voyez que les choses changent beaucoup, quoi. Alors, une autre catégorie de lacunes, ça va vous tenir le coup, je continue, ça va? Les travées rythmiques. Donc les lacunes dans les travées rythmiques. Le temple de Malatesta à Rimini, œuvre majeure. Oui? Ah, 5 minutes. Waouh. C'est sûr, on ne peut pas déborder plus, non. Bon, ça va être difficile. Parce que je crois qu'il faut peut-être que je passe un certain nombre d'exemples. Mais alors, le temple de Malatesta, donc église Saint-François à Rimini, dans le nord-est de l'Italie, pas très loin de Venise. Donc transformé en temple par la volonté de Sigismondo Malatesta au XVe siècle. Et cette église, donc avec des artistes majeurs, Piero della Francesca à l'intérieur, et évidemment Léon Battiste Alberti, qui fait ce projet d'emballer cette église dans une espèce de nouvelle enveloppe archéologisante avec ce rythme de travées rythmiques et les sarcophages des personnages célèbres liés à la dynastie des Malatesta, mais aussi à tous les grands personnages de l'humanisme italien. Voyez l'église, le temple de Malatesta pendant la guerre, parce que les œuvres d'art qui sont à l'intérieur sont considérables, donc elle était très protégée après la guerre. L'abside est complètement détruite, l'intérieur est extrêmement abîmé. La façade est un hors-plomb de 30 cm et tout est complètement fissuré. Vous voyez, toute cette enveloppe extraordinaire d'Alberti en pierre d'Istrie est complètement fissurée, déformée. Donc là, il y a une grosse discussion. J'ai aussi écrit un article là-dessus dans un livre. Une très très grande discussion parce que l'architecte qui devait s'occuper de ce chantier voulait en fait conserver les déformations de la guerre. Il aurait voulu conserver l'enveloppe avec ses déformations. Et finalement, avec des grandes discussions, le directeur des Beaux-Arts de l'époque, De Angelis Dossat, a décidé qu'il fallait remettre l'église dans sa géométrie très précise, avec les parois parfaitement verticales, et remettre cette église en état avec tous les blocs de pierre, en plus que derrière, comme c'était des pierres de réemploi en partie, il y aurait des inscriptions latines et grecques derrière les pierres, qu'on pourra faire une étude épigraphique, enfin, c'est extrêmement intéressant. Donc ils vont démonter en fait toute l'église, ils vont faire une grande anastylose. La partie d'Alberti va être démontée pierre à pierre, donc tous les blocs sont numérotés, c'est démonté complètement et remonté. Ça a été un chantier assez important. Vous voyez ici le temple de Malatesta sans sa façade. En 1950, en 1947, 47, elle n'a plus de façade. La façade est complètement démontée. Ils vont organiser un stockage des blocs juste à côté, avec une numérotation de tous les blocs. Et vous voyez ici le soubassement, le stylobat, avec ce cordon
en pierre de Vérone, en rose, ici. En fait, normalement, ça devait continuer tout droit. Vous voyez la différence la différence qu'il y a dans le... Et là, on est dans l'interstice entre l'architecture d'Alberti et l'architecture du gothique du XIIIe siècle. Voilà les images de chantier, vraiment très impressionnant. L'intérieur de la reconstitution du temple de Malatesta. Voilà les blocs de pierre numérotés sur la façade, inachevés d'ailleurs. Voilà, alors un autre cas sur les questions des travées rythmiques, c'est Munich, la Alte Pinakothek. Là, je passe rapidement, mais c'est aussi un exemple très important d'une œuvre de restauration post-bellica en Allemagne, la vieille pinacothèque de Munich, toujours un bâtiment de Leo von Klenze, avec cette réintégration de lacunes en briques, avec les tubes métalliques, les grands tubes de Mannesmann en acier. C'est un travail de Hans Dolgast, un très grand architecte allemand, qui a réalisé cette restauration du musée du Alte Pinakothek à Munich, un peu contre l'avis de tout le monde, mais aujourd'hui c'est considéré comme une œuvre d'art en soi. Et le grand escalier qui est ici à l'intérieur est en fait créé à la place d'une ancienne galerie qui a été détruite pendant la guerre. Alors je pense qu'il faudrait que j'aille plus vite peut-être pour aller vers la fin, parce que j'ai encore beaucoup de cas. C'est toujours les lacunes pour plusieurs éléments types. Ça, c'est à Strasbourg. L'église Saint-Étienne, une église romane et gothique avec une tour qui a été construite à différentes époques. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, cette église donc, est située à l'intérieur d'une cour d'un collège à Strasbourg. Elle est bombardée en 1944-45. L'architecte en chef des monuments historiques, donc Bertrand Monet, d'abord va dessiner, si vous voulez, la reconstitution de son état avant la guerre, pour essayer de comprendre comment avait évolué cette église. Elle n'avait plus ce grand massif occidental très haut. Vous voyez que c'était juste une petite toiture. La façade était une sorte de fragment de quelque chose qui était plus grand avant, vous voyez. Alors, en 1944, donc, la nef est complètement détruite. Par contre, le chevet, le transept et le chevet, et la petite tour est parfaitement conservée, presque parfaitement conservée, on le voit ici. La façade, elle a un hors-plomb de presque 40 cm. Elle est très instable. Mais on a cette situation paradoxale, d'une partie du bâtiment qui est conservée, une partie qui est complètement détruite. Donc le projet de Bertrand Monet est très intéressant. Il va refaire la nef avec des systèmes de portiques en béton armé, charpente en partie en bois. Et on va avoir une nouvelle nef. La façade, il ne la récupère pas. Mais par contre, il récupère une partie des pierres de l'ancienne église. Et il crée cette nef avec ses portiques en béton, plafond en bois, avec des vitraux de Jacques le Chevalier, de très beaux vitraux. Et c'est vraiment très intéressant de lire tous les rapports de Bertrand Monet sur cette église. Et il s'interroge sur la lisibilité des restaurations. Vous voyez, la question de la lisibilité, la réponse à ces questions ne pouvant être commune. Doit-on ménager la possibilité aux spécialistes ou non spécialistes de déceler les interventions qui en ont assuré la survie? Vous voyez, c'est la question de la lisibilité des restaurations qu'on retrouve partout. Donc plusieurs éléments types. Exemple de traitement à Münster en Allemagne, cathédrale Saint-Paulus de Münster, où le massif occidental avait une façade du XVe siècle sur une base d'une église romane. Et finalement, cette partie est tellement détruite que la réintégration de la lacune est faite avec ce système très simple de murs de briques, avec cette nouvelle rose, qui est une chose un peu qui n'a rien à voir en fait avec ce qu'il y avait avant, mais très intéressant, par Heinrich Penteler. Un autre cas que j'ai appelé les lacunes globales, c'est l'église Saint-Malo de Valognes, qui est très connue, avec le travail remarquable de Yves-Marie Froidevaux. Et je me demande s'il ne faut pas que j'aille tout de suite à la fin et que je passe, parce que sinon on va... Enfin, vous me dites, parce que j'ai encore... Ah oui, il faut peut-être aller tout de suite vers la fin, parce que ça, c'est vrai que c'est un exemple majeur, hein, c'est vraiment important. Église gothique, 14e, 17e, 19e, de différentes époques, bombardée lors du débarquement de Normandie en juin 1944.
elle est vraiment extrêmement, extrêmement détruite. Mais il reste la partie du chevet qui est conservée. Bon, il y a toute une histoire complexe avec le chevet, je ne pourrais pas vous la raconter ce soir, mais on voit par contre qu'il y avait déjà en fait des éléments de consolidation des bas-côtés en béton armé qui avaient été installés entre les deux guerres. Vous voyez, donc là, si vous voulez, ces sortes d'écorchés vifs sont des sortes d'actions chirurgicales très violentes où on voit vraiment l'intérieur de la structure du bâtiment avec toute son histoire, quoi. Ce qui est des choses qui ne sont jamais faites pour être vues, bien sûr. Les dessins de Froidevaux pour la reconstruction, c'est un projet compliqué qui a d'abord commencé par le prédécesseur de Yves-Marie Froidevaux, qui est Henri Julien, qui lui veut restaurer l'église à l'identique. Mais il y a des discussions très importantes. On pense même qu'on va raser les restes de l'église, qu'on va construire une église moderne à côté. Tout le monde discute. André Chastel participe aux discussions, mais pas seulement. Paul Léon également. Et donc finalement, c'est Yves-Marie Froidevaux qui prend la suite d'Henri Julien et qui élabore ce projet, un projet vraiment de très très grande qualité. Vous voyez ici les dessins d'Henri Julien pour reconstruire l'église à l'identique, et en bas les dessins de Yves-Marie Froidevaux. Donc il va construire cette nef nouvelle en béton armé avec ce système de pyramide inversée, ces colonnes en béton armé sur plan carré, pyramidal inversé, c'est très très beau. Et les dessins ici donc de la façade sud avec le petit baptistère qui est là en pierre. Un travail de très très grande qualité, à la fois pour l'intégration urbaine. Et donc c'est l'unité potentielle, l'unité figurative, et ce n'est plus l'unité stylistique. La question du style n'est plus une question opérationnelle pour la restauration, c'est la question de l'unité figurative qui vient notamment en partie des théories de Cesare Brandi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en 1951, grâce à l'UNESCO, Yves-Marie Froidevaux et Cesare Brandi sont ensemble avec Forlati dans une mission en ex-Yougoslavie pour restaurer une église en ex-Yougoslavie. Donc Froidevaux a connu Cesare Brandi dès 1951 et il a dû le voir à plusieurs reprises. Bon, ils sont plus là pour nous le raconter, mais... Alors, Düren en Allemagne, là c'est la lacune totale, ce que j'appelais la lacune totale. Donc cette église Sainte-Anne de Düren, c'est près de Cologne. Düren est complètement détruite. Voilà ce qui reste de l'église en 1945. Un concours d'architecture. Donc c'est Rudolf Schwarz, un des plus grands architectes allemands du XXe siècle. Rudolf Schwarz avec Mies van der Rohe est probablement un des plus grands architectes du XXe siècle en Europe. Enfin, pour les Allemands, je veux dire. C'est-à-dire que pour les architectes allemands, mais je pense que c'est aussi plus que ça, ils considèrent qu'il y a deux grands maîtres de l'architecture en Allemagne, Mies van der Rohe, il y en a plus, mais Gropius aussi, bien sûr, Walter Gropius, mais aussi Rudolf Schwarz. Alors, sur cette église de Sainte-Anne, Schwarz va élaborer plusieurs projets. Un premier, un deuxième et un troisième projet. Et c'est finalement le troisième projet qui emporte le concours. Il réemploie les pierres de l'ancienne église dans des murs de pierre et ça donne cette église vraiment incroyable de Sainte-Anne de Düren, qui est vraiment une création, mais avec le réemploi des pierres anciennes de l'église. Pas toutes, il a fallu mettre de nouvelles pierres, mais une grande partie des pierres de l'ancienne église est intégrée dans cette nouvelle église Sainte-Anne. Ici, le plan de l'église, la coupe. Schwarz a construit plusieurs dizaines d'églises, à la fois restauré des églises et construit des églises nouvelles, qui sont toutes des chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse du XXe siècle, l'architecture sacrée. Vous voyez, ici, Schwarz écrit en 1946 « Jamais les églises de Cologne n'ont été aussi belles depuis qu'elles se sont familiarisées avec le feu. La ruine invite à toute autre chose qu'à une reconstruction, mais à une nouvelle naissance. Elle a une sorte de vie propre qui stimule l'esprit et l'incite à l'achever en pensée d'une façon nouvelle. La ruine est pleine de promesses et pleine de vie. » Voilà, donc une phrase de Schwarz en 1946 à Cologne. Alors, maintenant, un autre type de lacune, c'est les lacunes dans les tissus urbains. À Florence, le 8 août 1944, les Allemands avaient placé des charges de dynamite le long de l'Arno. Comment ? Il faut qu'on arrive à la fin ? Ah oui, dans 5 minutes. Bon.
Voilà, enfin bon, c'est pas facile de parler en 5 minutes, mais disons que le centre de Florence est complètement dévasté. Il y a 4 ponts qui sont détruits. Heureusement, pas le pont à Santa Trinita, mais le pont, pardon, excusez-moi, pas le Ponte Vecchio. Ponte Vecchio est heureusement épargné. Il semblerait que ce serait Hitler qui aurait donné l'ordre de ne pas casser le Ponte Vecchio, mais de casser tout le reste. C'est ce qu'on dit, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le pont à Santa Trinita est détruit, pont dont on pense que les dessins sont attribués à Michel-Ange, mais sont de Bartolomeo Amanati, un pont magnifique, complètement détruit. Mais il y a dans cette partie de Florence toute une série de tours médiévales qui sont en partie sectionnées, en partie conservées, vous voyez, et qui sont comme toute une série d'accroches, de pivots autour duquel la reconstruction de la lacune urbaine va pouvoir se faire, grâce à ces tours médiévales. Alors c'est compliqué, je ne peux pas tout raconter tout ça, mais le pont finalement est reconstruit à l'identique, après toute une série de discussions extrêmement intéressantes. Et les discussions sur la reconstruction du centre de Florence sont, on pourrait dire qu'on mesure l'importance de ces discussions seulement aujourd'hui. Il y a des échanges entre entre différents personnages qui discutent pour savoir comment il faut reconstruire Florence ou comment il ne faut pas reconstruire Florence. Entre Bernard Berenson et Bianchi Bandinelli, Roberto Pane, Cesare Brandi, tout ça, ils discutent. Extrêmement intéressant. Et c'est à ce moment-là que dans les lacunes urbaines va se glisser cette architecture des années 50-60 qui va être l'architecture qui va porter vers la tendance vers une autre architecture qui n'est plus le fonctionnalisme primaire, qui n'est plus l'architecture strictement moderne, qui est une architecture moderne, mais en même temps intégrée dans la ville historique. Avec notamment l'œuvre de Giovanni Michelucci, grand architecte florentin. Giovanni Michelucci ici, mais sur ces photos, c'est pas facile de se rendre compte de la qualité de ces bâtiments-là. Il faudrait vraiment les voir sur place, c'est très très beau. Et vous voyez cette photo Florence-Mostar, Florence 1944, Mostar 1993. Vous voyez le pont à Santa Trinita avec un pont provisoire qui est en train d'être installé. Ici, pareil, la passerelle provisoire à Mostar. Et donc, dans ces failles, dans ces lacunes urbaines, va commencer à éclore cette nouvelle architecture des années 50 qui va marquer années 50-60. Ici, c'est à Turin, c'est Gabetti et Isola. Mais évidemment, il y a certains moments où il faut reconstruire la ville totalement. Ici, vous avez une photo de Wesel après la guerre. On a l'impression qu'on est sur la Lune, quoi. Et il y a quelques églises dont on arrive encore à voir les clochers, vous voyez. Et c'est à partir de ces traces, si vous voulez, que pourra fleurir la reconstruction de la ville. Donc l'importance des monuments comme point de repère sur ce paysage désolé, affreux, absolument inacceptable. Et les tendances, il y a des grandes tendances dans la manière de reconstruire les villes, et ça ce serait un autre sujet de conférence, mais moi j'avais identifié 3 tendances. Le modernisme hérité des Siam, c'est un dessin pour Berlin, ici c'est le plan pour Saint-Dié de Le Corbusier, et une sorte de tendance un peu intermédiaire entre deux, qui est un dessin pour la reconstruction de Saint-Lô, dans la Manche. Et ici vous avez à la même échelle, si vous voulez, le tissu urbain de la ville de Parme et le projet de Le Corbusier pour Saint-Dié. C'est 2 plans à la même échelle. C'est extrêmement intéressant, si vous voulez, de voir les rapports plein-vide. Ils sont complètement différents. Et des exemples de l'architecture nouvelle des années 50-60 qui vient à l'intérieur de ces lacunes urbaines. Gabetti et Isola à Turin, c'est parce que cet îlot a été détruit. Bibi Pierre à Milan. Ici, c'est Giovanni Michelucci à Colle Valdelsa. C'est un bâtiment extraordinaire, terminé dans les années 70. On arrive donc à la périodisation. Alors, un des résultats, notamment, c'est d'avoir identifié les différentes périodes. La période Bellica, bien sûr, de 1939 à 1945. La période post-Bellica, donc, que j'ai appelée période chaude, qui va jusqu'en 1972. En 1972, c'est la création du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et 1972-1973, c'est aussi le moment un peu de passage
d'une économie un peu différente. C'est une période un peu charnière. Il y a une période intermédiaire jusqu'en 1989. 1989, c'est la chute du mur de Berlin, la fin de l'organisation bipolaire du monde entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS. Ça commence un peu à se terminer. Enfin, ça revient maintenant d'ailleurs. Mais en 1989, il y a ce passage très important. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans la nouvelle période chaude, ou ce que j'ai appelé le patrimoine à l'état gazeux. Bon, si on fait une synthèse, mais là je pense que vous avez mal à la tête et on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué. C'est une synthèse, il faudra qu'on refasse un cours là-dessus, parce que j'ai essayé, si vous voulez, de synthétiser les différents types de réponses face à la lacune. Lacune refusée par la population, par les experts, la lacune acceptée par la population, par les experts, la lacune comprise et acceptée et protégée, la lacune totale refusée. Et de là, les réponses et les traitements, le sens, la signification et les exemples. Vous voyez ? Donc, par exemple, démolition de ce qui reste, par exemple, lacune refusée, démolition de ce qui reste vers une nouvelle ville, perte de la trace de mémoire, Opéra de Cologne, ville du Havre, par exemple. Je sais pas. Ou là, si vous voulez, lacune refusée, reconstruction à l'identique, réparation, restitution d'un bien qui avait été perdu, etc. Identification, repère connu, la vieille ville de Saint-Malo, la Frauenkirche de Dresde, le pont de Mostar, le palais de la résidence à Munich. Vous voyez ? Alors on peut prendre d'autres exemples, je ne sais pas, par exemple ici, la lacune totale, projet architectural neuf, confiance dans le présent et dans l'avenir, la nouvelle église Sainte-Anne de Duren. Voilà. Voilà, alors cet exemple ici, j'en parle en deux mots, mais c'est une petite église très très belle, c'est la chapelle de Saint-Philippe Néri à Bologne, qui a été restaurée dans un premier temps par Alfredo Barbacci dans les années 50, 1948, 1949, 50, puis le chantier s'est arrêté. Le chantier a été repris en 1992 et terminé en 1999 par Pierluigi Cervellati, où il va réintégrer, si vous voulez, les grandes lacunes dans les voûtes avec ce système de nouvelles voûtes en bois, et en même temps conserver la partie du chantier inachevée comme étant devenue maintenant un élément historicisé. C'est-à-dire Barbacci, comme c'est un architecte important, il dit « moi je conserve la partie qui n'a pas été terminée par Barbacci et le reste, je le restaure proprement ». Et donc là, on a une sorte de concentration de toute l'histoire de la restauration post-bellica dans un seul bâtiment, dans cette petite chapelle de Bologne, avec une sorte de profondeur de l'histoire, puisqu'on peut voir les différentes traces du passage de l'œuvre dans le temps, et certains moments, je dirais, de temps sont des temps douloureux, le temps de la guerre. Mais conserver ces traces, peut-être pas toujours, mais quelquefois, c'est quand même très intéressant. Et c'est le même travail que va faire David Schipperfield à Berlin, avec le Neues Museum de Berlin, inauguré il n'y a pas très longtemps, 2010, je crois, 2009, où effectivement toutes les traces de la guerre de ce grand musée de Berlin sont conservées, tout en ayant reconstruit un nouveau musée, quoi. Voilà, donc finalement ces forces sont toujours les forces opposées, les forces de destruction. Ici, c'est la force de destruction, c'est une image à Rimini en 1944, et les forces de protection de la nature. Parce que je pense que voilà, ces deux actions positives, protéger et restaurer, s'opposent aux forces gigantesques de destruction anthropique. On pourrait parler de planète martyre. Donc les actions positives se situent dans un ensemble d'objectifs reliés à un enjeu planétaire et vital de notre temps. Restaurer la Terre, finalement, notre maison commune. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir un lien entre la question de l'importance des écosystèmes, de la biodiversité, et peut-être l'importance de la diversité, de la diversité dans notre façon de restaurer le patrimoine. Est-ce que c'est pas lié finalement ? Voilà, merci beaucoup.